Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte assez fondateur pour tout ce qui touche à la vie privée à l'ère numérique. C'est le manifeste d'un cypherpunk, écrit en 93 par Eric Hughes. Oui, Eric Hughes, une figure vraiment centrale du mouvement cypherpunk. C'est ça. Ces activistes qui voyaient vraiment la cryptographie comme un levier, un outil pour protéger les libertés individuelles. Pour le changement social même, exactement. Bon, notre mission aujourd'hui, essayer de saisir l'essence de ce manifeste. C'était quoi leur vision de la vie privée et surtout comment ils comptaient la défendre, hein. Allez, on décortique ça. Alors, le texte, il commence fort, hein. Il définit la vie privée comme le pouvoir de choisir. Choisir quoi exactement? De choisir sélectivement ce qu'on révèle sur soi-même. Une idée simple en apparence, mais assez puissante quand on y pense. Surtout face à ce qu'ils disent sur l'information elle-même. Oui, cette phrase-là. L'information aspire de tout son être à être libre. En gros, une fois que quelque chose est su, c'est très dur de le contenir. Ça voudrait dire que compter sur le secret une fois l'info partagée, c'est un peu illusoire. Surtout si on croit à la liberté d'expression. Si quelqu'un sait, il peut parler. C'est exactement ça. Et du coup, ça amène à leur principe clé. Il faut minimiser l'information qu'on révèle. À chaque transaction, à chaque interaction. Voilà. Chaque partie devrait savoir uniquement ce qui est strictement nécessaire. Pas plus. L'identité personnelle, par exemple? Elle est souvent superflue, c'est ça. Souvent, oui. L'exemple qu'il donne est assez parlant. Celui du magazine. Quand on achète un magazine au kiosque, on paye, on prend le journal. Le vendeur, il n'a pas besoin de savoir qui on est, notre nom, notre adresse. Rien. La transaction se fait sans ça. Et il applique ça aussi à l'email, c'est intéressant. Oui, pour un email, le service a juste besoin de savoir où livrer le message, techniquement, et comment se faire payer si besoin. Mais pas qui écrit. Ni à qui, ni le contenu du message, évidemment. Voilà. Pour Huge, révéler son identité par défaut comme ça, sans y réfléchir, c'est déjà perdre sa vie privée. On perd ce pouvoir de choisir. D'accord. Et c'est ça qui les pousse à dire qu'il faut des systèmes de transactions anonymes? Exactement. Pour eux, c'est nécessaire pour maintenir une société ouverte. Et là, il y a une distinction qui est, je trouve, fascinante. Entre anonymat et secret. C'est ça. L'anonymat, ce n'est pas forcément le secret, le fait de cacher quelque chose de répréhensible, c'est avant tout le contrôle. Le contrôle sur sa propre identité. La capacité de choisir si on la révèle ou pas. Voilà. L'exemple historique qu'il donne, c'est l'argent liquide. On paye, la transaction est faite, personne ne sait forcément qui a payé qui, et c'est pas grave. D'accord. Mais bon, en 93, le numérique commence à peine. Comment on transpose cet anonymat du cash dans un monde digital? Ah ben voilà, on y arrive. C'est là que la cryptographie entre en jeu. C'est présenté comme l'outil indispensable. Le fameux crypto. Tout à fait. Avec deux volets principaux. D'abord le chiffrement, pour assurer la confidentialité, que seul le destinataire visé puisse lire le message. Logique. Et le deuxième, La signature numérique. pour pouvoir prouver qui on est de manière fiable, mais, et c'est crucial, uniquement si on choisit de le faire. Donc chiffrement pour cacher, signature pour révéler si besoin. C'est la base technique de leur projet. C'est ça. Et ils sont pas tendres, hein. Le manifeste dit clairement, utiliser une crypto faible, c'est montrer qu'on ne tient pas tant que ça à sa vie privée. C'est fort comme affirmation. Oui. Et ce qui est frappant aussi, c'est cette idée que la vie privée, on va pas nous la donner sur un plateau. Ni les gouvernements, ni les entreprises. Non. Eux, leur intérêt, ce serait plutôt de collecter l'info, dit le texte. Donc c'est aux citoyens, aux individus, de la construire et de la défendre activement. D'où leur credo, nous, les cypherpunks, écrivons du code. Exactement. C'est pas juste de la théorie, ils mettent les mains dans le cambouis, ils développent, ils partagent les outils. Des systèmes de messagerie anonyme, des projets de monnaie électronique. Et ils s'opposent à toute tentative de réglementation qui voudrait limiter le chiffrement. Oui, parce qu'ils voient le chiffrement comme un acte privé fondamental, presque comme la liberté de penser ou de parler, mais dans le domaine numérique. L'idée sous-jacente, c'est que le code, une fois qu'il est là, il est difficile à arrêter. Il va se répandre de toute façon. La crypto va se diffuser. Probablement, oui, mais pour que ce soit la vie privée qui devienne la norme et pas juste la techno, il faudrait plus que des outils isolés. Il faudrait quoi alors? Une sorte d'accord social? Le manifeste suggère un peu ça, oui, que ça demande une action collective, que la communauté déploie consciemment ces systèmes pour qu'ils deviennent vraiment universels, intégrés au fonctionnement de la société. Bon, alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message principal, c'est que la vie privée, à notre époque numérique, c'est pas un acquis. C'est pas quelque chose qui est là par défaut. Non, c'est une conquête, une construction permanente, qui passe par la technologie,
la crypto notamment, mais aussi par un engagement actif pour la préserver. Ok, c'est clair. Et peut-être une petite question pour finir, pour laisser matière à réfléchir. Ce texte, il date de 1993. Oui, avant l'explosion du web social, des smartphones, de tout ça. Exactement. Avant le partage massif, et souvent volontaire, de données personnelles auxquelles on assiste aujourd'hui. Alors comment cet idéal cypherpunk, cette idée de révélation minimale, de défense par le code, comment ça résonne aujourd'hui, face à nos usages d'Internet, face à la centralisation du pouvoir chez quelques géants du web? Bonne question, ça laisse effectivement à méditer.